Êtes-vous différent? Ou ai-je peur de mon propre reflet? Vous êtes mon image, déconstruite sous mon regard terrifié. There are things I have done. There's a place I have gone. There's a beast and I let it run. Now it's running my way. There are things I regret that you can't forgive, you can't forget. There's a gift that you sent it my way. So take this night, wrap it around me like a sheet. I know I'm not forgiven, but I need a place to sleep. So take this night and lay me down on the street. I know I'm not forgiven, but I hope that I'll be given some peace. L'œil ne se voit pas lui-même, il lui faut son reflet dans quelque autre chose. William Shakespeare. Bon, tu fous quoi? On a encore du boulot, je te rappelle. Et si on reste dehors, on va pas tenir bien longtemps. Tu crois que c'est bien ici? Tu crois qu'ils nous retrouveront? Non, ne t'inquiète pas. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Tu commences? Le zombie est une des créatures les plus marquantes de l'histoire du cinéma fantastique. Sa place, plus qu'on nous présente dans l'histoire du cinéma et particulièrement du cinéma fantastique, en fait une créature phare de la pop culture, appréciée de tous. Nous retrouvons les premières traces de figures zombifiques de manière plus ou moins affirmée depuis la nuit des temps. Certains récits égyptiens mettaient déjà en scène des zombies sans les qualifier de la sorte. Nos copains n'obéissant pas aux règles de la mort ne datent donc pas d'hier. Le zombie fait partie de ces monstres qui, pour son aspect fantastiquement réaliste, humainement surnaturel, nous fascinent depuis des siècles, à la manière des vampires ou des loups-garous. Notre brave zombie s'imposa dans le cinéma comme figure phare après la nuit des morts vivants. Cette reconnaissance, le zombie ne l'obtient pas tout de suite et passa par de nombreux stades. Le premier zombie du cinéma pourrait être apparenté au somnambule du cabinet du Dr Caligari en 1920, qui par bien des aspects introduisit pour la première fois la figure de la créature zombifiée au cinéma. La créature sociable et terriblement agressive de Walking Dead fut à ses premières heures une simple victime de rituels vaudous comme dans White Zombie des frères Halperin avec Bela Lugosi qu'on embrasse. Par la suite, le zombie fut bien souvent un individu ramené à la vie de différentes façons, porté par sa vengeance, une sorte de goût horrifique, dans la veine des monstres de la Hammer dans les années 50.
Citer tous les films de cette longue période ne servirait pas à notre propos et prendrait beaucoup plus de temps que nous en avons. Nous allons donc nous permettre une assez longue ellipse d'une vingtaine d'années pour nous concentrer. On va au moins mentionner Planet from Outer Space, parce qu'il n'y a pas à dire, les nanars c'était mieux avant. Mate ce zombie, mate ses effets spéciaux. Pour nous intéresser à la figure du zombie moderne donc. Le zombie moderne fascine et sa place dans la pop culture n'est plus à démontrer. Musique, séries, comics, livres, films, peinture ou encore jeux vidéo, le zombie envahit l'art de toutes parts. Mais alors pourquoi ce monstre glouton nous fascine tant? Figure emblématique des films horrifiques, le zombie est avant tout une forme d'horreur pure. C'est pour cela que nous avons décidé de nous intéresser à cette créature pour traiter de la question de quoi avons-nous peur. Nous allons pour cet épisode nous pencher de manière plus précise sur le film qui fit basculer tous les films de zombies dans un genre nouveau, en y apportant tous ses codes. La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968. L'histoire du film, vous la connaissez tous à peu près, de par son intemporalité et son empreinte visionnaire dans l'imaginaire collectif. Romero marqua chaque esprit, posant les bases d'un genre encore aujourd'hui en constante expansion. Walking Dead, 28 jours plus tard, Zombieland, tous ces chefs-d'œuvre ont vu le jour grâce à cet homme et sa barbe légendaire. Ainsi, l'histoire commence assez basiquement. Barbara, que l'on croit être la protagoniste et qui, à mon grand soulagement, ne l'est pas, se rend dans un cimetière avec son frère pour faire une partie de cache-cache entre les tombes. De cette séquence d'ouverture se dégage tout de suite une ambiance pesante, simple, réaliste et oppressante. Les deux personnages, venus rituellement voir la tombe de leur père, sont rapidement attaqués par une des plus grandes peurs de Barbara, une goule. L'ironie dans tout ça, c'est que le frère de Barbara ne cesse de se moquer de cette peur, et finalement finit dévoré par cette dernière. Ah, le karma. Notre belle blonde, sous la panique et le chagrin, enchaîne les réactions suicidaires, et finit par trouver refuge, toujours poursuivi par l'homme le plus dalleux du monde. Ben, réel protagoniste de l'histoire, finit par la rejoindre, et décide de prendre les choses en main. Encore heureux, parce que Barbara ne semblait pas prête à le faire. À partir de là, le film devient un huis clos saisissant, nous montrant comment Ben essaye tant bien que mal de tenir à distance les putrifiés voulant entrer dans la maison, qui est déjà divisée en plusieurs clans. Le propos net du film nous apparaît alors. Les morts vivants hors de la maison ne sont pas la plus grande source de danger. Les vivants composent à eux seuls un réel obstacle à la survie. Ainsi, plus les tensions au sein du groupe s'épaississent, plus les rangs des morts grandissent. Les désaccords et les ghouls, tout comme notre peur, grandissent au fil de l'intrigue. Tour à tour, les survivants tombent peu à peu, de manière toujours aussi charmante. Ainsi, Ben se retrouve seul, assiégé par nos amis les zombies. Il n'a donc plus le choix et finit par se réfugier dans la dite cave, créant tout le conflit. Le groupe étant divisé entre s'y réfugier ou protéger la maison coûte que coûte. L'ironie tragique de cette conclusion pèse déjà lourd. Mais la scène que nous avons décidé d'étudier finit d'enterrer le film dans l'horreur macabre. Ainsi, dans ce film, de quoi avons-nous peur? Basiquement, des zombies, d'être dévorés vivants, des lumières expressionnistes qui nous glacent le sang. Si ce film est un chef-d'œuvre, c'est qu'il nous fait aller beaucoup plus loin. Pour porter notre analyse un peu plus loin, nous allons étudier la scène finale de La Nuit des Morts Vivants. Scène la plus malaisante, angoissante et étrange du film, venant couper définitivement le souffle du spectateur. Pour faire court, dans la maison, la mort règne. Il ne reste plus qu'un survivant, Ben, terré dans la cave depuis des heures, attendant qu'elle s'en aille. C'est alors que le film nous montre des super rangers tueurs de zombies, nettoyant les campagnes et sauvant la petite maison dans la prairie. Ben, notre protagoniste, entend les coups de feu. Se croyant sauvé, il décide de sortir pour participer à la chasse, sans savoir qu'il était le chassé. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Glaçant, n'est-ce pas? Si la scène, par son dénouement, est déjà horrifique, elle nous terrifie d'autant plus par la réalité qu'elle nous affiche. La séquence s'ouvre sur un plan d'ensemble de la maison où est enfermé Ben, qui semble avoir retrouvé la paix. Les plans qui suivent sont des plans contemplatifs sur une nature qui semble apaisée. Ce début de séquence semble annoncer la fin d'un mauvais rêve, le retour au calme. Quand soudain, un bruit d'hélicoptère se fait entendre, annonçant l'entrée d'un autre cauchemar, plus réaliste que le précédent. Après cette intrusion dérangeant la nature, le film nous fait part
d'un plan aérien qui nous dévoile ce qui semble être, selon le reste du film, une horde de zombies. Tout au long du film, les zombies sont représentés comme marchant d'un pas lourd et lent, formant des rangs difformes. La formation de ces hommes au sol semble donc suggérer que ce sont des mangeurs de chair. Le plan suivant, après un raccord mouvement, nous dévoile la véritable identité de ces êtres. Ce sont des hommes armés de fusils. Les rangers, que le film a plutôt introduits, sont venus sauver la veuve et l'orphelin, armés de leurs chiens. Et le pire, c'est que ça sonne bien. Malheureusement, ça ne sonne bien qu'en théorie. Sur chaque plan avec les rangers, une musique oppressante se fait entendre. Et les aboiements des chiens rajoutent à cette oppression, représentant une véritable agression sonore. Les rangers ne semblent avoir alors rien de rassurant. Le montage alterné nous montre Ben, qui semble réagir à ces bruits inquiétants. Il sent le danger arriver. Son visage, à moitié dans l'obscurité et dans la lumière, nous dévoile son dévisement. Il aimerait être rassuré, mais l'expérience qu'il a vécue précédemment l'inquiète des êtres humains. La suite nous montre une réalité bien plus inquiétante que des monstres mangeurs de chair. Nous voyons des hommes tuer d'autres hommes qui n'essayent même pas de se défendre, marchant dans le sens opposé des rangers, essayant de les fuir. Ils sont tués tels des condamnés à mort, exécutés par leurs bourreaux. La suite des plans nous montre un massacre. Les rangers continuent leur nettoyage, tuant froidement et sans pitié ces créatures monstrueusement humaines. Le dernier meurtre, celui de Ben, agit comme une bombe. Il se fait abattre d'une balle dans la tête, avec toute la froideur du monde. Les rangers ne bronchent pas. L'action est banalisée. Ces rangers viennent tout simplement, comme à leur habitude, de tuer un être humain. Le passage le plus glaçant de cette séquence est sans aucun doute sa fin. Après le meurtre de Ben et l'ordre d'aller chercher son corps, la séquence nous offre un arrêt sur image glaçant sur le corps sans vie de Ben et une suite d'images sur ses assassins venant le chercher. Véritable moment suspendu dans le temps, elle nous montre toute l'horreur de la scène. Les rangers deviennent des monstres terrorisants, déchiquetant un cadavre humain avec leurs crochets. Le surmontage et la musique irréelle accompagnant ces images horrifiques rajoutent à la volonté de Romero de transformer ses soldats en monstres et traduit la volonté profondément antimilitariste du film. Les militaires deviennent les véritables monstres. L'horreur et le côté inhumain de leur acte atteint son paroxysme quand le cadavre de Ben est traîné dans le feu, subissant le même sort que les zombies. Nous comprenons alors le lien si faible qui unit les hommes et les morts vivants. La séquence s'ouvre après un plan conclu en fondu enchaîné, nous montrant des zombies errant dans une maison. Le raccord sombre brutal nous montre cette même maison, silencieuse et naturalisée. Ici, rien ne semble se passer d'anormal. Il y a seulement dans cette maison des humains errant comme à leurs habitudes. Romero, dans le film et dans la plupart de ses autres œuvres, tend à humaniser le zombie pour rendre glaçantes les scènes de massacre de ces créatures. Dans Zombie, autre œuvre majeure de Romero, sortie en 1978, les morts errent sans but dans un magasin contrôlé par ce qui est appelé dans le film leurs habitudes de vivant. Ce propos porte un regard critique sur notre société, mais humanise aussi terriblement les créatures. Du fait de cette humanisation, les actes abjects qui leur sont infligés finissent par nous toucher. Oh, mais n'allez pas y voir ici une forme d'empathie. Ce qui nous touche avec ces créatures, c'est notre reflet dans leur regard. Finalement, que sont ces zombies ? Des êtres cherchant à consommer sans réellement savoir pourquoi. Errants sans autre but que la survie qui les pousse à la violence. Chassés pour leur différence. Des êtres terriblement humains. Si La Nuit des Morts Vivants tient un propos terrifiant et intemporel sur les hommes, ce propos gagne en puissance dès lors qu'il est recontextualisé.
Sexisme, racisme et portrait de la guerre du Vietnam, le film sorti en 1969 est le reflet des traumatismes d'une génération. 1968. Assassinat de Martin Luther King. Défenseur de la cause noire et se battant contre le racisme dont il était lui-même victime. Le film est sorti 1 an après cet assassinat, dans une Amérique profondément marquée par le racisme. La population noire se bat pour ses droits et sont persécutés par milliers pour avoir revendiqué le droit à l'égalité. Bien sûr, tout cela les Américains le niaient. Dans ce climat de crise sociale, le personnage de Ben agit comme une pierre jetée dans la mare. Un miroir du racisme affiché d'une Amérique en crise. Le personnage de Ben dans tout le film semble être un défenseur de l'égalité. Il se bat pour que chacun ait sa part égale de travail. Cette volonté est rejetée par la plupart des autres habitants de la maison. Ben travaille seul. Les autres habitants, dont notre cher papa bourgeois, ont de la médisance à son égard. Dans le film, c'est sa confiance et sa détermination qui inquiètent les autres survivants, beaucoup moins sur d'eux. En 1969, les spectateurs y voient un message sur le racisme. Il est rejeté pour sa couleur de peau. La séquence vient donc questionner la présence du racisme en Amérique. L'assassinat de Ben, dans notre fin de séquence, appuie ce constat et ajoute au message social du film. Ben, avant d'être assassiné, a le visage clairement éclairé et porte un fusil apparent. Ces assassins semblent donc clairement le voir et l'identifier, mais tirent quand même, profitant des tensions pour régler leur compte. Tout comme les zombies, le personnage de Ben est une minorité, chassée par une majorité blanche, se croyant parfaite. La fin de la séquence dont nous avons parlé vient souligner ce propos. Ces images des cadavres et de leurs bourreaux semblent vouloir attaquer la rétine, rappelant des souvenirs si profondément enfouis. Ces photographies rappellent des articles de journal qui, en 1969, font ressurgir des souvenirs horrifiques dans l'imaginaire des Américains. En pleine ségrégation, le racisme est un sujet tabou qui tend à être oublié. Ces photos font ressurgir les crimes racistes, immoraux et inhumains du Ku Klux Klan que l'Amérique essaye d'oublier, rappelant que le fléau est toujours là, sous une forme différente. Comme Ben, le personnage de Barbara apparaît comme un reflet critique des problèmes d'une société. Le personnage de Barbara subit le même traitement, reflet du sexisme profondément marqué par le modèle des banlieues américaines, montrant la femme comme un personnage faible, n'ayant de force que dans le choix des hommes. Une autre crise sociale traverse les États-Unis. Il s'agit du conflit au Vietnam, qui terrorise la perfection. Cette séquence, par bien des aspects, se fait miroir de l'horreur du conflit. La caméra portée à l'épaule, la présence d'hélicoptères, l'héroïsation des soldats par la présence de journalistes rappellent les documentaires sur la guerre du Vietnam, qui essayaient tant bien que mal de donner une bonne vision du conflit. L'Amérique parfaite cherchait à nier, et le film agit comme un grappin vers la réalité. C'est ici que la volonté de George Romero de faire un film antimilitariste prend tout son sens. Après avoir proposé un faux reflet du conflit, le film nous met en face de l'horreur de la réalité. Le soldat tuant par milliers des innocents essayant de fuir, empilant et brûlant leurs cadavres, rappelle terriblement les agissements de l'armée américaine. Toute la puissance de dénonciation du film apparaît ici, mettant les Américains en face de la réalité du conflit, l'horreur de leur humanité. Ces photos, froides, silencieuses, perverses et complices, placent le spectateur dans une position de voyeur. Dans ce voyeurisme, les Américains s'y retrouvent, y reconnaissant des photos du conflit qu'ils connaissent mais tentent de nier. C'est quoi ce bordel? Tu crois que c'est eux? On a eu chaud, il faut surtout pas que ça recommence. Nous sommes les monstres que notre regard imagine. Tout ce que nous venons de vous dire a bien été perçu inconsciemment par des millions de spectateurs, terrifiés et traumatisés par le reflet d'eux-mêmes que le film leur a tendu. À sa sortie en 1968, les critiques ont détruit le film, qui mit plusieurs années à être reconnu pour ce qu'il valait réellement.
Les cahiers du cinéma furent les premiers à reconnaître George Romero comme étant un réalisateur talentueux et politique, dont le film, dénonciateur et engagé, donnait un nouveau souffle au cinéma d'épouvante. La jeunesse avait senti le film autrement que simple film provocateur. Ils y ont vu une dénonciation moderne des horreurs de la guerre, du racisme, du sexisme et du conformisme. Le film les fascina pour son côté révélateur. Pourtant, ce qui est passionnant ici, c'est que le film ne voulait rien dire de tout ça. Le film et ses réalisateurs n'avaient absolument aucune intention politique. Romero affirma à plusieurs reprises dans des interviews, telles que le second épisode de la passionnante série Tous Zombies, produite par Arte, qu'on vous conseille, que son film n'avait jamais eu tous les propos qui lui ont été trouvés. Sans le vouloir, le film est comme un tableau blanc, sur lequel furent peintes les peurs de toute une génération, qui finit par être effrayée par son propre monde. Certains films ont un sens voulu, donné par leur artiste. D'autres, dans leur innocence, donnent à leur image une propriété de reflet, dans lequel le spectateur y voit les peurs qu'il a lui-même créées. Ce qui fut vu comme une dénonciation du racisme n'était en réalité que du pur hasard. L'acteur de Ben devait être à la base blanc, mais au dernier moment, le casting changea et il se trouva que l'acteur fut finalement noir. L'usage d'une caméra noire et blanche permet au film d'avoir ses ombres si expressionnistes et ce côté cauchemardesque. Le noir et blanc n'était pas dû à un choix du réalisateur voulant reproduire les reportages de guerre. Il n'était en fait que la cause d'un manque de budget dans la production, empêchant l'usage de caméras en couleur. Tout n'est que conséquence. Nous sommes notre plus grande peur. Notre être profond crée et figure des reflets qui nous glacent le sang et qui prennent vie au travers des films et de toute autre œuvre qui a le pouvoir inconscient ou non de figuration. Le mort-vivant existait bien avant que Romero le place dans son film, mais il n'était pas si codifié, si révélateur, si parfaitement inventé. Le génialissime livre Zombie, dont nous vous conseillons la lecture évidemment, retrace l'histoire de ce monstre qui est désormais un personnage majeur de la pop culture. Le zombie est bien loin d'être un simple monstre de série B. Il est nous, et nous sommes lui. Merci à toi, grand réalisateur, éternel mort-vivant. Par ton œuvre, tu as créé une créature inégalée qui nous a tous marqués, inspirés. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui l'est, sans avoir conscience de l'être.